Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Climat préélectoral tendu en Zambie à moins d'une semaine des élections générales prévues le 12 août. Les affrontements se multiplient entre militants du pouvoir et de l'opposition. Au moins 2 morts sont à déplorer. Le gouvernement rwandais envisage l'amélioration du taux d'éducation préscolaire. Actuellement, seul un enfant sur 4 a accès à l'éducation maternelle ou préscolaire. L'objectif des autorités à quelques semaines de la rentrée est donc d'améliorer ces statistiques. Et dernier hommage au père du Zouk, Jacob Desvarieux. Les funérailles de l'illustre musicien, disparu le 30 juillet à l'âge de 66 ans, se sont tenues le 5 août en Guadeloupe. L'événement s'est tenu dans la stricte intimité familiale. Mais tout d'abord, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été reçu en audience ce vendredi 6 août par le président nigérien, Mohamed Bazoum. Le chef de la diplomatie malienne s'est dit porteur d'un message du président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui souhaite renforcer la coopération entre les deux pays et lutter d'un commun accord contre le terrorisme. Notons que cette rencontre est le signe d'un apaisement entre les deux pays dont les relations s'étaient fragilisées ces dernières semaines suite aux critiques de Mohamed Bazoum en marge du sommet du G5 Sahel à Paris sur la prise de pouvoir par les militaires au Mali. Tension à l'approche des élections générales en Zambie. Celles-ci sont prévues pour le 12 août, mais à moins d'une semaine de ces scrutins, les violences entre militants du pouvoir et de l'opposition se multiplient. Ces affrontements ont fait au moins 2 morts. Un déploiement inédit de policiers et de militaires a été mis en place pour veiller à la paix sociale. Le point avec Nathalie Mo. Malgré le déploiement de l'armée pour amener la sérénité en Zambie, le climat préélectoral reste tendu. 2800 policiers supplémentaires ont été dépêchés dans cette province du pays avec pour ordre d'assurer la sécurité pendant le vote prévu le 12 août 2021. En Zambie, les affrontements se multiplient entre militants du Front populaire au pouvoir et ceux du Parti unifié pour le développement national, principale formation de l'opposition. Les plus violents ont fait 2 victimes le 30 juillet 2021. Connaissant le passé trouble de la Zambie, il sera question de pacifier cet environnement pour éviter une flambée de la radicalité des forces en présence, qu'elles soient gouvernementales ou de l'opposition. Des médias zambiens informent que la campagne électorale de l'opposition est perturbée par les forces de l'ordre. Les déplacements des candidats sont restreints, les militants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Selon les autorités, l'opposition bafoue les mesures contre la propagation du Covid-19 lors des rassemblements. L'environnement sociopolitique en Zambie est contaminé par un ensemble de facteurs en présence qui, mélangés, peuvent donner lieu à une cristallisation de l'ambiance sociale avec des répercussions sur la stabilité au sein du pays. Des observateurs craignent une escalade au regard des précédents épisodes électoraux dans le pays. La Zambie est familière des violences préélectorales. C'était déjà le cas en 2016 lors du scrutin remporté à 50,4% des suffrages par le président Edgar Lungu contre 47,6% pour son rival Hakainde Hichilema. Des résultats contestés par l'opposant qui essuyait alors son 3e échec lors d'une élection présidentielle. Également dans l'actualité au Tchad, la coalition de l'opposition et de la société civile Wakitama exprime sa colère et son ras-le-bol. Une marche pacifique autorisée par les autorités a été organisée ce samedi 7 août à N'Djamena pour exiger l'arrêt du processus de transition en cours. Les manifestants ont réclamé une accélération, voire une modification du processus de transition, ainsi que le rééquilibrage du pouvoir entre civils et militaires avec une transition beaucoup plus inclusive. Rappelons que le Tchad est dirigé par le Conseil militaire de transition sous la présidence de Mahamat Idriss Déby depuis maintenant 4 mois.
Décision drastique pour assurer la relance économique en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a procédé à un important remaniement ministériel le 5 août. Des changements de grande ampleur qui touchent 10 ministères, et cela quelques semaines seulement après les émeutes qui ont suivi l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Plus de détails avec Philomène Sine. Un important remaniement gouvernemental en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a nommé une dizaine de nouveaux ministres, notamment à la santé, la défense et aux finances jeudi soir. En effectuant ces changements, il cite la nécessité d'administrer efficacement la vaccination contre le Covid-19, de reconstruire l'économie et d'assurer la paix et la stabilité à la suite de la récente flambée de violence et de destruction dans certaines parties du pays. Deux éléments justifient le remaniement gouvernemental sud-africain. Le premier élément est d'ordre économique. Il s'agit de cette gestion difficile de la crise du coronavirus, mais aussi la question de la corruption qui a secoué le pays. Le deuxième élément est d'ordre sécuritaire, notamment la gestion qui a été un peu plus ou moins bien des différentes émeutes. À travers ce remaniement, le président envoie un message fort à la population et au sein même de son parti pour montrer que non seulement il y a une possibilité de nouveau départ, mais aussi et surtout renforcer son pouvoir et asseoir une sorte de nouvelle crédibilité à ce pouvoir-là. Le remaniement du gouvernement sud-africain intervient après les émeutes d'une semaine dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng en juillet dernier qui ont fait au moins 337 morts et causé des destructions généralisées à l'économie et aux infrastructures en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a ainsi aboli le ministère de la Sécurité d'État. Désormais, l'agence de sécurité d'État est directement rattachée à la présidence. Les attentes des Sud-Africains vis-à-vis de ce nouveau gouvernement sont multiples. Les plus épineuses de ces attentes sont la lutte contre le chômage, une gestion améliorée de la crise du coronavirus, la sécurité particulièrement des citoyens et surtout la lutte contre la corruption. Les ministres des Finances et de la Santé sud-africains sont également écartés du gouvernement. D'ailleurs, l'ex-ministre de la Santé a fait l'objet d'accusations de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie et était depuis 2 mois en congé spécial. Le Kenya s'achemine vers une reprise économique. Les autorités s'attendent à une croissance économique de 6,6% en 2021 contre 0,6% en 2020. De bonnes perspectives malgré la 4e vague de Covid-19 qui a récemment touché le pays et son économie. Un sujet de Mildred Diamo. Malgré une année 2021 caractérisée par des incertitudes dues au coronavirus, l'économie kenyane va connaître une croissance élevée. Selon les données gouvernementales publiées le 5 août 2021, la croissance économique du Kenya devrait se chiffrer à 6,6% en 2021 contre seulement 0,6% en 2020. Ceci représente l'une des croissances les plus élevées en Afrique pour l'année 2021. Les prévisions de croissance du Kenya en 2021 sont réalistes et sont basées sur la spécificité de l'économie kenyane face à un environnement assez morose en 2020. Cela est dû au fait que les lendemains, la situation post-Covid est très avantageuse pour le Kenya parce que le Kenya a une économie hub, c'est-à-dire le Kenya a une économie qui draine toutes les économies de l'Afrique de l'Est et profite du décollage de ces économies et avec un effet multiplicateur qui fait profiter encore plus l'économie kenyane que les autres pays environnants. Les données précisent que cette reprise sera soutenue par un environnement macroéconomique stable ainsi que par les investissements en cours dans le programme de développement national Big Four Agenda. Les conditions météorologiques favorables et la hausse des exportations de cette année permettront également de soutenir la production agricole du pays. Le Kenya a le port de Mombasa qui est le poumon de toute l'Afrique de l'Est et le Kenya a une économie assez diversifiée qui a été un peu en berne pendant la situation de la crise Covid en 2020 mais qui devrait logiquement décoller de façon assez exponentielle au lendemain de l'ouverture des barrières et des situations fermées du Covid. Ce qui explique que le Kenya peut s'attendre à un taux de croissance
croissance peut-être beaucoup plus élevé que celui de plus de 6% pour avoisiner en 2022-2023 7 à 8%. Et pourquoi pas en 2025 une croissance à 2 chiffres. Donc ceci peut s'expliquer rien que par non seulement la compétitivité de l'économie kenyane, mais le fait que le Kenya a une économie hub dans toute l'Afrique de l'Est. Le Kenya a connu une reprise économique relativement forte au cours des 3 premiers mois de 2021. Selon le Trésor public, la reprise économique du Kenya pourrait aussi être attribuée au progrès de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui devait permettre à l'économie de rebondir à plus de 6% en moyen terme. À l'approche de la prochaine rentrée scolaire, le Rwanda se fixe de nouveaux objectifs. Le gouvernement envisage notamment d'améliorer le taux d'éducation préscolaire. Actuellement, seul un enfant sur 4 a accès à l'éducation maternelle. Les autorités rwandaises veulent désormais garantir le droit à l'éducation à la petite enfance. Les explications de Corinne Eoné. Alors que les écoles vont bientôt réouvrir leurs portes dans de nombreux pays en Afrique, l'un des défis dans ce secteur au Rwanda est l'augmentation du taux de scolarisation préscolaire en maternelle. Actuellement, les chiffres indiquent que seulement un enfant sur 4 a accès à l'éducation préscolaire, soit 24%. Pour la directrice générale du ministère de l'Éducation, Rose Baguma, l'enseignement préscolaire permettrait de réduire le taux de retard et de déperdition scolaire. Nous avons la vision 2030, la vision 2050, la stratégie nationale de transformation et d'autres engagements en matière d'éducation, qu'ils soient régionaux, continentaux ou mondiaux, y compris les objectifs de développement durable. Cette révision de la politique est nécessaire. Ne pas pouvoir fréquenter le préscolaire déstabilise notre système, mais s'ils peuvent suivre le programme de préparation à l'école et ensuite rejoindre l'école primaire au bon âge, ils peuvent terminer le cycle à l'âge et à l'heure prévue. Certains préalables sont prévus par le gouvernement rwandais pour gagner le pari de l'éducation préscolaire. L'augmentation du nombre d'enseignants dans les écoles maternelles qui sont payées par le gouvernement. L'objectif étant de passer de 33 enseignants à 613 avant la fin de l'exercice budgétaire. Aussi, les parents sont invités à participer activement car l'apprentissage commence à la maison. L'État ou les éducateurs, pratiquement prend des dispositions pour la création des écoles de formation des enseignants. Les éducateurs doivent améliorer les centres communautaires préscolaires dans les arrondissements et même dans les quartiers et où les mairies pourraient appuyer ces éducateurs. La Convention des Nations Unies sur les droits des enfants de 1989, signée pratiquement par tous les pays du monde, dont le Rwanda, reconnaît le droit des enfants à l'éducation dès la naissance. Afin que ce volet de l'éducation soit véritablement utile, des experts suggèrent qu'il devrait s'appuyer sur des modèles pédagogiques pertinents, une éducation ancrée dans la culture locale, une implication des familles et des communautés, mais aussi des programmes de santé et de nutrition liés au préscolaire. Sa musique a fait bouger le monde, y compris l'Afrique. Le père du zouk, Jacob Desvarieux, a été accompagné le 5 août jusqu'à sa dernière demeure. Les funérailles de l'illustre musicien de 66 ans, disparu le 30 juillet des suites de la Covid-19, se sont tenues dans la stricte intimité familiale. L'événement a tout de même été retransmis sur les réseaux sociaux. Thierry Ndassa. C'est à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, en présence de ses proches, qu'a eu lieu le dernier hommage rendu au guitariste Jacob Desvarieux, décédé le 30 juillet 2021 suite à une infection à la Covid-19. Le père Édouard Silène, vicaire général et curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, a dirigé l'office religieux. L'homme d'église a tenu à lire le message de Monseigneur David Macaire, administrateur apostolique du diocèse de Guadeloupe et archevêque de Martinique, à l'endroit du cofondateur du groupe Kassav. Oui, la musique de Jacob et de Kassav est une partie de l'histoire collective et plus singulièrement de chacune de nos histoires personnelles. Jacob, c'est une partie de notre cœur. Merci Jacob, merci en pile d'avoir su porter la musique antillaise à un niveau d'expression universelle et d'avoir ainsi contribué à faire rayonner
le génie de notre culture. L'événement s'est tenu dans la plus stricte intimité à la demande de la famille, mais il a été retransmis en live sur les réseaux sociaux et sur les médias. Les pensées des membres du mythique groupe Kassav sont allées à l'endroit des enfants de l'artiste disparu. Je me contenterai de dire à Marc, à Michel, à Aurore et Alexandre, nous sommes avec vous. Soyez fiers de votre papa, Jacob. La fille du célèbre guitariste Aurore Desvarieux a elle aussi tenu à rendre un dernier hommage à son père. La mort de notre père, elle a apporté beaucoup de tristesse à beaucoup de monde, pas que nous. On en est bien conscient. Mais en fin de compte, par exemple, mes frères et moi, on n'a pas énormément connu notre père personnellement, mais on a développé énormément d'amour pour lui malgré tout. Et des personnes aussi qui l'ont jamais côtoyé, qui l'ont jamais peut-être même vu en vrai, ont énormément d'amour pour lui. On est en train de le voir ces jours-ci plus que jamais. Après la messe religieuse, le cortège funèbre s'est rendu dans un cimetière de la commune de Saint-François. Sur la route, des milliers de personnes ont rendu hommage en chansons lors du passage du cercueil. Célébrités et anonymes étaient réunis pour un dernier au revoir, selon la tradition antillaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.